Bonjour. Alors, on va faire un petit récapitulatif des différentes choses qu'on a vues. Bon, en haut, vous voyez mon équation 1 plus 1 égale 1, c'est une boutade, mais vous allez comprendre. En relativité, on a vu que le temps absolu n'existait pas, le temps de Newton a disparu, était remplacé par le concept de durée propre, introduit par Einstein, les durées propres qui sont désynchronisées les unes des autres, comme on l'a vu. Ce qui a fait disparaître la simultanéité, et on est là au sein de l'espace-temps où règne la causalité et le déterminisme. Et puis en mécanique quantique, on a vu que le temps n'existait pas fondamentalement, mais qu'il y avait une variabilité fondamentale dont on va reparler maintenant. Et puis on a vu qu'il y avait le retour de la simultanéité dans les corrélations non locales dans l'intrication. Simultanéité qui avait disparu en relativité, bien sûr. Et puis qu'on était dans le milieu du vrai hasard et de l'indéterminisme où la causalité n'était pas opérationnelle, n'était pas à l'œuvre. Ça, c'est le règne de la fonction d'onde, c'est l'espace de Hilbert. Alors les gens disent, bon, l'espace de Hilbert, c'est un espace mathématique qui est purement mathématique, qui qui ne décrit pas le réel. C'est faux, hein. L'espace-temps aussi est un espace mathématique et pourtant personne ne conteste le fait qu'il décrit parfaitement le réel. Donc c'est pareil pour l'espace de Hilbert. Alors pourquoi j'ai mis mon équation 1 plus 1 égale 1? J'ai pensé dans la relativité à la vitesse de la lumière. Hein. Quand on ajoute la vitesse de la lumière à la vitesse de la lumière, on trouve toujours la vitesse de la lumière. Et puis en mécanique quantique, j'ai pensé au couple de particules intriquées qui ne font qu'un, en fait, comme on l'a vu. Alors quelques citations pour rigoler. Dans l'espace de Hilbert, Alain Kohn nous dit le passé bouge encore. Et ça, il se réfère aux expériences de choix retardées dont on a parlé. Alors, bien sûr, là, il s'agit du milieu des particules élémentaires, naturellement. La décohérence, qui est un pont qui va relier l'espace de Hilbert à l'espace-temps. Dans l'espace-temps, Carlo Rovelli nous dit que les choses tombent là où il y a plus de temps. Et la décohérence, dont Serge Haroche nous dit qu'elle fait fuir l'information dans l'environnement. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ça rappelle un peu la deuxième loi de la thermodynamique. Hein. Vous savez, l'information qui disparaît alors que le système a atteint un équilibre thermodynamique. Eh bien, en pensant à cette deuxième loi de la thermodynamique, Carlo Rovelli nous dit et au fait que l'information avait disparu quand le système était en train d'atteindre un équilibre thermodynamique, que le temps était le produit de notre ignorance. Alors voilà le plat de résistance. Le plat de résistance, c'est l'idée du moteur du temps et de quelle manière il serait possible que le temps émerge finalement d'une réalité fondamentale où il n'est pas opérationnel. C'est l'hypothèse du temps thermique d'Alain Kohn et j'ai mis ici un anagramme. L'horloge des anges ici-bas égale le boson scalaire de Higgs. C'est amusant, hein. Je reprendrai plus tard cet anagramme d'ailleurs. En quoi les anagrammes sont-ils importants? Les anagrammes nous disent qu'il faut faire très attention de l'ordre des lettres. Et c'est une chose à laquelle est très attachée la fameuse géométrie non commutative d'Alain Kohn dont je vais parler. Mais d'abord la rencontre entre lui et Carlo Rovelli en 1994 au Isaac Newton Institute qui a été à l'origine du papier qu'ils ont écrit à ce moment-là sur le moteur du temps. Eh bien, c'est ce papier qui a motivé l'écriture de mon livre. Je vous en parlais très brièvement, c'est un peu technique, mais c'est formidable. Alors, ils se sont trouvés là, à l'Institut, ils ont lié d'amitié, et puis ils ont pris des verres, ils ont dîné ensemble, et puis Kohn a parlé à Rovelli de son idée de l'émergence du temps, et
en géométrie non commutative, et Carlo Rovelli est monté dans sa chambre, a été chercher 2 papiers qu'il a montrés à Kohn, et Kohn a été stupéfait de voir que les conclusions de Rovelli étaient exactement identiques à celles de Kohn. Évidemment, le formalisme de Rovelli était très, très différent, mais la conclusion était la même, et au fond, Carlo Rovelli s'était basé sur un état qu'on appelle l'état KMS, qui est issu d'une équation de trois mathématiciens qui s'appellent Kubo, Martin, Schwinger, au fond qui décrivent un état fondamental d'équilibre instable, on va le dire comme ça. C'est très technique, c'est complètement mathématique. En bref, il y aurait un état fondamental d'équilibre instable qui permettrait au fond, par une sorte de brisure de symétrie, de faire apparaître le temps. Le temps serait en sorte dans cet état comme s'il était sur des starting blocks, prêt à démarrer. Bref, la conclusion de Rovelli, celle de Kohn était la même, et Kohn a expliqué à Rovelli comment il était arrivé à cette conclusion en étudiant, lui, de son côté, les algèbres de Feynman. Et ils ont écrit ce papier sur le temps thermique, c'est comme ça qu'on l'appelle, le temps thermique. Alors, ce papier est basé sur le principe d'indétermination d'Heisenberg dont on a parlé, qui lui-même est issu, comme on l'a dit, de la non-commutativité des variables conjuguées, qu'on appelle ici des opérateurs auto-adjoints. Ça, c'est issu d'une terminologie qui provient des algèbres de Feynman. Donc, opérateur auto-adjoint, variable conjuguée, observable, c'est tout du même, quoi. C'est la position et c'est le moment d'une particule, par exemple, ou bien l'énergie et le temps, ou bien les spins. C'est ces variables conjuguées qui ne commutent pas, comme on l'a vu dans l'équation de Heisenberg. Alors pour Kohn, c'est la clé de contact de l'émergence du temps. Et Kohn nous dit qu'il y a une variabilité fondamentale qui est beaucoup plus fondamentale que le passage du temps. Et il nous dit dans notre esprit, on a tendance par facilité à considérer que la variabilité fondamentale, c'est le passage du temps. Mais c'est faux. C'est faux. La variabilité fondamentale est autre. Et le temps, la temporalité, émerge d'une variabilité fondamentale qui elle-même provient du fait que le milieu fondamental est fondamentalement de nature aléatoire, comme le prouve l'équation d'Heisenberg, et qu'il est dicté par la non-commutativité des opérateurs. Et au fond, cette non-commutativité, personnellement, je trouve ça très intuitif en ce qui concerne la flèche directionnelle du temps, parce que si on doit choisir entre un produit, le produit AB plutôt que le produit BA, comme c'est exactement ce que nous dit l'équation d'Heisenberg, si on doit choisir une direction, AB ou la direction BA, ça veut dire qu'on est en route pour une non-linéarité qui ressemble tout à fait à l'écoulement du temps, qui est irréversible. Et ça, cette variabilité fondamentale, elle est issue de la non-commutativité, elle va permettre quelque chose de très important. Elle va permettre la coexistence du discret et du continu, ce que la géométrie commutative ne permet pas. La géométrie commutative, en fait, elle imagine une fonction, f, qui ferait qui projetterait une variable dans un espace grand X, une variable petit x, qui serait projetée sur l'ensemble des nombres réels. Et ça pose un problème quand deux variables sont associées, dont l'une est discrète, de nature discrète, et l'autre de nature continue. Pourquoi ? Parce que ça force la variable discrète, finalement, à prendre des valeurs qui sont infinies. Et l'ensemble X, l'ensemble grand X qui contient ces deux variables, eh bien, du coup, ne devient plus dénombrable, quoi. Au fond, la géométrie commutative, elle fait un raccourci comme un peu ce qu'on fait dans l'écriture quand on met une parenthèse au milieu d'un texte pour
pour expliquer quelque chose dont on a la paresse de ne pas vouloir expliquer en détail pour ne pas alourdir le texte, eh bien on met tout ça dans une parenthèse. La géométrie commutative, nous dit Kohn, elle procède un petit peu de cette manière-là, elle simplifie. C'est une énorme simplification. La géométrie non commutative, au contraire, ne simplifie pas. Elle va au bout des choses, elle reconnaît le fait qu'il existe des variables continues et des variables discrètes et qu'elles se doivent de coexister, comme par exemple la position, une variable discrète, ou le moment, une variable continue. Ces variables, il faut les faire coexister. Et la seule manière de les faire coexister, c'est d'envisager le fait qu'elles ne commutent pas. Donc les opérateurs auto-adjoints qui parlent de ces variables-là ne commutent pas. Et c'est ce que nous montre l'équation d'Heisenberg. On a vu position et moment ne commutent pas. Si on détermine une position pour une particule, et par la suite on lui trouve un moment ou une impulsion, si on veut répéter l'opération et qu'on part du moment qu'on a trouvé pour essayer de retrouver la position d'origine, eh bien on va trouver une autre position. Bref, on ne peut pas répéter l'expérience. L'expérience n'est pas répétable. Elle n'est pas répétable parce qu'on est là au sein de l'aléatoire le plus fondamental, au sein du vrai hasard, qui fait qu'aucune expérience ne peut être répétée. Ça, c'est issu directement de l'équation d'Heisenberg. Bien, alors, Kohn et Rovelli se sont dit, bien, on part de ce principe d'indétermination et du fait qu'il y a une non-commutativité des opérateurs auto-adjoints. Et puis, dans l'idée de Kohn, il y a un travail qui a été fait à propos des algèbres de Feynman sur l'espace de Hilbert, qui a été fait par deux mathématiciens japonais, Tomita et Takezaki, qui alors qu'ils investiguaient ce qui pouvait bien se passer dans ce fameux état KMS dont j'ai parlé, à propos de Rovelli, cet état d'équilibre instable, ce qui pouvait bien se passer pour résoudre un problème qu'avait Feynman de factorisation, je ne rentre pas dans les détails, de factorisation de l'espace de Hilbert. Eh bien, Tomita et Takezaki, ils ont résolu ce problème de Feynman. Et ce faisant, tout en étudiant l'état KMS, ils ont trouvé qu'au sein de l'état KMS, on pouvait trouver une sorte de clé de contact qui faisait usage de cette variabilité vraiment fondamentale issue du principe d'indétermination, clé de contact qui allait pouvoir mettre en route le moteur du temps, alors que le système était plongé dans un bain thermique. Donc cette coexistence du discret et du continu qui nous est donnée par la non-commutativité des opérateurs auto-adjoints, eh bien, elle va permettre que cette variabilité fondamentale, au fond, soit une sorte de clé de contact qui va pouvoir mettre en route le moteur du temps. Et ceci alors que le système est plongé dans un bain thermique. C'est ce que nous dit Kohn. Alors, le bain thermique auquel se réfère Kohn, c'est le bain thermique du fond diffus cosmologique, dans lequel plonge tout l'univers à 2,7 degrés. Alors ça, c'est l'idée de Kohn-Rovelli. Donc je résume. Variabilité fondamentale, plus fondamentale que le passage du temps, qu'on trouve dans l'espace de Hilbert, au sein de l'espace de Hilbert, décrit par la mécanique quantique. Variabilité qui vient du fait que ce milieu-là est de nature fondamentalement aléatoire, que cet aléatoire-là est issu du principe d'indétermination, que lui-même est issu de la non-commutativité des opérateurs, et que c'est cette non-commutativité des opérateurs qui va donner une sorte de clé de contact pour une flèche directionnelle irréversible qui va devenir la fameuse flèche du temps, alors que le système est plongé dans un bain thermique. Alors j'ai trouvé
j'ai trouvé ça formidable comme idée. J'ai trouvé ça formidable comme idée. Et ça m'a fait penser, au fait que probablement ce que Cohn avait en tête, c'était l'idée que, eh bien, le temps apparaissait par la décohérence. C'est-à-dire que on a vu la décohérence, c'était ce pont, ce passage qui relie le monde fondamental au monde qui est décrit par la physique classique. Et au fond, la physique classique, elle est plongée dans le bain thermique et elle est sous l'égide de la deuxième loi de la thermodynamique. Et je me suis dit, bien, s'il y a peut-être une variabilité fondamentale, effectivement, dans la non-commutativité des opérateurs, et qu'elle allait prendre toute sa vigueur et toute sa réalité, alors que le système était plongé dans un bain thermique. Alors ça m'a fait penser à la décohérence. Et donc voilà rapidement le titre du papier en question que je vous laisse lire. C'est un papier qui est atrocement technique, atrocement mathématique, comme vous pouvez vous en douter. Enfin, cette idée m'a fait rencontrer cette physicienne, Ruth Kastner. Ruth Kastner, qui est une grande ambassadrice d'une interprétation de la décohérence particulière qu'on appelle l'interprétation transactionnelle, qui nous dit en deux mots qui nous présente une offre d'ondes, les photons par exemple, qui offriraient leur fonction d'onde. D'un autre côté, les électrons qui absorberaient cette onde ou qui recevraient cette offre des photons et qui enverraient un accusé-réception. Et puis, une fois que l'accusé-réception est reçu, il y aurait une transaction qui se ferait. Et puis, il se serre la main, photon, électron, et hop, c'est parti. On pénètre dans l'espace-temps, on fait émerger l'espace-temps par la décohérence. À peu près, c'est ça l'idée de l'interprétation transactionnelle de la décohérence. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une interprétation, moi, qui me séduit beaucoup. Mais ce dont je veux parler, c'est ce papier sur lequel je suis tombé. En découvrant Ruth Kastner, dont le titre est « On Quantum Collapse as a Basis for the Second Law of Thermodynamics ». Alors je traduis « De la réduction du paquet d'ondes, à savoir donc de la décohérence, comme base pour l'entrée en scène de la deuxième loi de la thermodynamique ». Bingo! C'est exactement l'idée que je m'étais faite de la proposition de Cohn-Revelli. Comme je viens de le dire. Et voilà que le papier de Ruth Kastner vient en confirmation de cette intuition que j'ai eue comme ça, en me disant que c'est ça, ce dont parle Cohn, il parle de la décohérence, de l'effet de la décohérence sur l'émergence du temps. Et bien voilà que Ruth Kastner venait me dire dans son papier que son idée c'était que finalement le temps émergeait de la décohérence. Alors, Ruth Kastner est très très sympa. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle, enfin par email, et puis je lui ai envoyé le papier de Cohn, et puis elle l'a lu, et puis on a eu un petit échange. Elle m'a pas détrompé. Évidemment, le formalisme de Ruth Kastner est très différent que celui de Cohn. Il est beaucoup plus classique, si j'ose dire, dans le sens où il est totalement basé sur le formalisme mathématique de la standard de la mécanique quantique, alors que celui de Cohn est beaucoup plus technique, il est basé sur les algèbres de von Neumann, il est très spécifique. Alors je ne suis pas sûr que Ruth Kastner ait compris exactement les détails mathématiques du développement de la loi de Cohn, c'est vraiment très, très sportif. Mais enfin, sur la conclusion, elle ne m'a pas détrompé. La petite remarque qu'elle m'a faite, c'était simplement de me dire que oui, mais eux ont besoin du bain thermique, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une préexistence de l'espace-temps finalement pour que le temps puisse émerger comme il le propose. Et je crois que c'est une question d'argumentaire qui peut très bien s'accommoder là. Dans un cas comme dans l'autre, ce dont il s'agit, c'est de la décohérence, et que c'est par la décohérence qu'émerge le temps. Puisque c'est par la décohérence que finalement le système plonge dans l'espace-temps et se soumet au bain thermique sous l'égide de la deuxième loi de thermodynamique, comme le propose Ruth Kastner. Alors j'ai trouvé ça absolument formidable. Je reviens juste en arrière pour voir si j'avais parlé de... Oui, j'ai parlé de tout ça. Donc voilà, les deux hypothèses relatives à cette idée de bain thermique, celle de Kastner et celle de Cohn. Alors, je fais
un petit récapitulatif de ces deux idées. Pour moi, donc, décohérence égale temporalité. On est au départ dans le vrai hasard, dans la non-localité, où il n'y a pas de causalité. Alors ça, les expériences à choix retardés nous le montrent. Et puis les expériences sur l'intrication, etc. Pour Cohn, il y a donc cette non-commutativité des opérateurs auto-adjoints ou des variables conjuguées ou des observables qui va donner naissance à la fameuse équation d'Heisenberg. Et puis il y a une directionnalité qui nous est offerte par le théorème de Tomita et Takesaki qui a investigué ce qui se passait dans l'état KMS, cet état d'équilibre instable. Une directionnalité qui va pouvoir apparaître dans la clé de contact qu'ont déniché Tomita et Takesaki en résolvant le fameux problème de facteur numéro 3, facteur 3 dans les algèbres de Feynman. Et alors que cette variabilité fondamentale, équipée de cette directionnalité, et fait en sorte que le système quantique est plongé dans un bain thermique, eh bien le temps émerge de ce processus-là, et ce processus-là est exactement ce qui se passe dans la décohérence. Et Kastner s'est basé, elle, sur la fameuse règle de Born dont j'ai parlé, et sur son interprétation transactionnelle de la décohérence, pour nous dire que c'est lors de la décohérence que la deuxième loi de la thermodynamique entrait en scène. Alors, les deux conclusions sont les mêmes. Le temps émerge de ce passage du monde que décrit la mécanique quantique au monde à l'espace-temps que décrit la mécanique classique, par la décohérence. Et donc, une fois que la temporalité a émergé, eh bien, on est entré dans l'espace-temps. Enfin, le système s'est fondu dans l'espace-temps. Et l'espace-temps qui est décrit par la physique classique, au sein duquel règne la causalité et le déterminisme. Alors ça, c'est quelque chose dont je vais parler, mais je garde ça pour la fin, et je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu de cosmologie. Eh bien, je garde ça au prochain numéro, et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et je vous dis bye bye.